mais tu dis ce que tu veux, mais disons que c'est filmé. Voilà. Je stresse juste. Non, ça va. Bon, on se disait entre nous que du coup c'est filmé et normalement sur les réseaux sociaux de Rééduca dans pas longtemps. Donc pour les absents, ils auront droit à un replay et pour vous, si vous voulez en savoir plus aussi, mais vous avez la chance de nous avoir en direct. Donc moi je m'appelle Sabrina Fajot, je suis kiné, ostéopathe, spécialisée en pelvipérinéologie depuis presque 10 ans maintenant et en physio-dermatofonctionnel, donc la peau et les cicatrices, mais ça fait sens finalement parce que quand on a des patientes opérées au niveau viscéral, elles ont des cicatrices. Quand on a du postpartum, elles ont des cicatrices. Donc ça fait un petit peu de transversalité sur ces deux spécialités. Et je suis accompagnée de Morgane. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde, ou rebonjour pour ceux qui étaient là à la conférence sur les douleurs pelviennes chroniques. Donc Morgane, tu représentes la FREP, l'Association française de rééducation en pelvipérinéologie. Exactement. Aujourd'hui, pour cette conférence, je la représente. Donc, comme dit Sabrina, c'est l'Association française de rééducation en pelvipérinéologie. Pour celles et ceux, les hommes sont bienvenus aussi pour adhérer. C'est pour les kinés qui font de la pelvipérinéologie. Donc, il y a des informations qui sortent régulièrement dans les domaines de la pelvipérinéologie, avec des webinaires, des replays. Ça met aussi en avant les autres congrès qui concernent cette thématique. Et il y a également un annuaire qui est relativement important, autant pour nous, pour rediriger vers d'autres kinés dans d'autres régions, et autant pour les patients, pour trouver des kinés qui font spécialement de l'anorectal, des douleurs, en fonction de leur département. Donc si vous n'êtes pas adhérent, je vous pousse à adhérer, si vous souhaitez. Et c'est pas que pour les experts en pelvipérinéologie, quand vous démarrez, vous pouvez adhérer. On vous accompagne, on peut faire du tutorat, on peut répondre à vos questions. Et puis, c'est extrêmement bien fait. Vous recevez des newsletters, des webinaires. Donc, même si vous êtes des bébés kinés du périnée, vous pouvez venir. Exactement, vous aurez plein d'informations et ça fait toujours un kiné en plus qui joue dans un des domaines de la pelvipérinéologie. Donc, c'est pas négligeable, pas du tout. Non, ce n'est pas négligeable parce qu'on a besoin de bras. Exactement. De mains ou pas. Justement. Exactement. Donc pourquoi ce thème ? On va faire une petite rétrospective. La pelvipérinéologie, la rééducation du périnée, c'est vieux. Hein. On n'en a peut-être pas trop entendu parler, mais il y a déjà 40 ans, ça existait. Avec une seule modalité, ou deux, qui était du travail en endocavitaire, parfois avec les mains pour bilanter, et surtout avec des sondes. Je crois qu'on a toutes et tous cette image de la patiente ou le patient allongé, principalement sur le dos ou peut-être sur le côté quand on parle de sonde anale, raccroché à une machine avec des câbles et qui montre si vous contractez bien le périnée ou pas. Si on a bien expliqué au patient comment contracter, parce que s'il contracte les fesses, ça monte aussi. Donc ça, c'était la kiné du périnée d'il y a 40 ans jusqu'à il y a au moins 10 ans, je pense. Facilement. Ou encore à l'heure actuelle. Peut-être encore à l'heure actuelle. Mais c'est un volet important de la kinésithérapie du périnée. Et on est beaucoup à déconstruire ça, à expliquer que le biofeedback, c'est un super outil, mais c'est un outil. Que le travail manuel, c'est une super façon de bilanter et de guider, mais que ça ne suffit pas. Et du coup, on est en train de passer dans un moment de la rééducation périnéale qui bascule complètement de « Ah oui, mais on ne touche plus ». On ne touche plus, on ne bilante plus. Je suis la première, puisque je forme sur le bilan du caisson abdominal, à proposer des outils sans les mains. Mais finalement, est-ce qu'on peut faire totalement sans les mains de la périnéologie ? C'est le sujet sur lequel on a décidé de débattre aujourd'hui pour voir où sont les limites de chaque technique. Donc toi, Morgane, est-ce que tu penses qu'on peut faire de la périnéologie sans les mains ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Je pense qu'il n'y a pas de oui ou de non très franc. De toute manière, je pense que s'il y en a qui font beaucoup de pelvipérinéologie, qui en font la majorité, je pense que ça vous est déjà tous arrivé d'avoir un patient ou une patiente qui refusait qu'on fasse de l'endocavitaire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas ? Et dans ce cas-là, nous, puisqu'on a cette vision très centrée de la région pelvienne, il faut qu'on trouve des outils quand même pour pouvoir accompagner ces patients dans notre domaine. Donc, je pense que si les patients
ne sont pas adhérents à ce type de travail en endocavitaire. De toute manière, il ne faut pas les forcer, il n'y a aucun débat là-dessus, ça c'est sûr. Faut trouver d'autres outils pour pouvoir les soulager. Et malheureusement, je pense qu'il est important de leur dire que du coup, notre champ de compétences à ce niveau-là va être un peu restreint. Par exemple, une patiente qu'on en parlait tout à l'heure, qui a un syndrome myofascial de l'obturateur interne ou du releveur de l'anus en endocavitaire, on ne va pas avoir 4000 techniques en externe pour pouvoir essayer de soulager ses douleurs. Donc ça va être beaucoup d'auto-étirement, de l'hygiène de vie, etc. Donc je suis un peu mitigée sur ce débat. Je pense qu'il est nécessaire dans certaines pathologies. Dans d'autres, je pense qu'on peut commencer par autre chose d'abord, si ça met le patient ou la patiente pas à l'aise à l'idée de ce geste qui est quand même intrusif. Donc je pense que ça va prendre au cas par cas, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse dire oui ou non totalement à cette question. Je dois bien avouer que je te rejoins. Ouais. On va parler aussi des spécialités, des surspécificités de la périnéologie, parce que quand on dit périnéologie, on pense fuite urinaire. Bon, les fuites urinaires, il y a celle à l'effort, il y a celle par urgenturie, déjà c'est pas les mêmes. On passe prolapsus, prévention des prolapsus. On pense force, on va dire sport et périnée par exemple. On pense douleur. Donc déjà, en fonction de l'abord qu'on va avoir, plus on a besoin de considérer le caisson abdominal, plus on peut se dire qu'on peut passer sans les mains. Mais plus on a besoin de considérer le périnée, et en l'occurrence en douleur pelvienne, tu l'as parfaitement dit, moi j'envisage pas de la douleur pelvienne sans travail endocavitaire. Et c'est vrai que c'est parfois compliqué parce que les douloureuses, c'est celles qui ont parfois le plus de difficultés à l'abord en interne. Et c'est là où il faut faire aussi la différence. Il n'y a pas de débat sur un patient ou une patiente. Pourquoi il y a un marteau-piqueur là-bas? Je ne sais pas. Il n'y a pas de débat sur une patiente ou un patient qui ne souhaite pas avoir d'interne, puisqu'on est dans notre obligation de lui demander le consentement libre et éclairé à chaque séance, bien évidemment. Par contre, effectivement, on peut discuter des limites du kiné et de ceux qui veulent faire de la périnéologie sans faire d'endocavitaire. Je crois que là, on passerait à côté vraiment de capacité importante, parce que je l'ai eu fait vraiment en prônant la rééducation périnéale, notamment pour les fuites urinaires, en passant par la rééducation abdominale, par la respiration, par la remise en charge, plus que vous m'entendez souvent dire que c'est pas possible de rééduquer les gens pendant 15 séances ou 20 séances allongées avec une sonde. Mais je me suis fait aussi piéger par ça, par dire je ne fais pas du tout d'endocavitaire parce que la patiente ne veut pas, parce que ça fonctionne bien, etc. Pour les douloureuses, de respecter à fond leur consentement et leur non-envie d'aller faire de l'endocavitaire. Et je me suis fait piéger, c'est-à-dire que j'ai eu des retards de traitement parce que j'étais passée à côté d'une partie de l'examen clinique, d'une partie des éléments cliniques qui m'ont permis, une fois que j'ai pu faire mon bilan endocavitaire, de maximiser ma prise en charge, voire de rediriger si ce n'était pas à moi de faire la prise en charge. Et c'est vrai que du coup, j'ai tendance à le proposer un peu plus tôt qu'il y a 2 ou 3 ans. Oui, exactement. Et c'est vrai qu'il y a des patientes effectivement qui ont des douleurs pelviennes chroniques qui peuvent refuser le travail endocavitaire. Moi, ça m'arrive aussi pas mal dans les pathologies urologiques. Les hyperactivités de vessie. Alors, les hyperactivités de vessie, en général, on pense stimulation du nerf tibial postérieur. Mais malheureusement, ça ne marche pas tout le temps. Et cliniquement, moi, j'ai remarqué que quand il y avait une épisiotomie qui n'avait jamais été massée, qui datait d'il y a 20 ans, etc., ça crée quand même parfois des épines irritatives au niveau du système vésical et qu'il fallait masser. Donc, en fait, il y a des pathologies un peu comme ça où on peut essayer autre chose en première intention. Si ça ne marche pas, il faut quand même aller voir ailleurs si le problème, il n'est peut-être pas organique, il est peut-être musculaire ou tissulaire. Et donc, dans ces cas-là, si on a un refus du travail endocavitaire, moi, en tant que praticienne, je ne veux absolument pas me mettre une responsabilité à faire durer 5-10 séances, parce que ça fait perdre du temps aux patients. Donc, ce n'est absolument pas le but. Donc, moi, j'ai tendance à facilement rediriger vers les spécialistes d'organes référents qui ont prescrit ces séances pour une prise en charge un petit peu optimisée qui conviendrait un peu plus aux besoins du patient. Là, c'est vraiment en fonction du besoin du patient, pour le coup. Dans le public, qui c'est qui fait de la périnéologie? Super.
Et qui c'est qui n'en fait pas, du coup? Super. Mais ça vous intéresse, du coup, si vous êtes là. Tout à fait. Ça, c'est chouette. Donc maintenant qu'on a présenté les limites de la périnéologie sans les mains, vous avez bien compris que notre positionnement, on est toutes les deux spécialisées en périnéologie, on fait toutes les deux de la douleur pelvienne, donc une spécialisation encore un peu plus spécifique dans la périnéologie. Ça serait aberrant de dire à nos patients qu'on peut les soigner sans les toucher, bien évidemment, mais même sans aller voir la zone et sans toucher la zone. Par contre, là où il y a de l'espoir quand même et où il y a aussi énormément d'intérêt, c'est pour tous les kinés qui ne font pas de périnéologie, qui ont envie d'être sensibilisés à cette zone, à cette spécialité, qui n'ont pas des cabinets adaptés aussi, parce que faire de la périnéologie, ça sous-entend avoir une cabine fermée avec de l'intimité, insonorisée. Donc sur un plateau de technique classique de kinésithérapie, ce n'est pas optimal, évidemment, d'avoir des outils pour faire sans les mains. Et il y a des vrais outils qui fonctionnent, alors plus sur les fuites urinaires d'effort, évidemment, ou sur le bon engagement du périnée que sur la douleur à proprement parler. Mais il y a des vrais outils et vous pouvez être sensibilisé et avoir une réflexion autour de la préservation du capital périnéal sans forcément aller faire de la périnéologie. Et c'est là où on a besoin de vous parce qu'en fait, on sait, toutes les études sont au clair, que la meilleure façon de soigner un périnée, c'est que les gens savent qu'ils en aient un et qu'ils fassent bien les choses pour protéger le capital périnéal, qu'ils ne l'abîment pas au cours de leur vie. Et ça, donc, vous avez tous la possibilité d'implémenter les bons conseils d'hygiène de vie et les bonnes habitudes. Donc, c'est hyper important d'avoir ce retour et de vous dire je peux faire quelque chose même si je n'ai pas envie de faire de la périnéologie vraiment, même si je n'ai pas envie de faire du travail endocavitaire. C'est juste connaître ses limites de compétences et être en capacité de rediriger pour ceux qui font, en fait. Ouais, totalement d'accord avec toi. Je ne peux pas dire plus sur ce que tu viens de dire. Donc moi, je trouve que c'est quand même un abord intéressant. Et pour les kinés du sport, parce qu'on sait que l'effort est pourvoyeur de fuites urinaires d'effort. Pour les kinés de respiratoire, on sait que 50% des patients BPCO ont des fuites urinaires. Les lombalgiques, une trentaine de patients lombalgiques chroniques ont des fuites urinaires. Cervicalgie et ATM. Hyper important. Je ne l'avais pas celle-là. Les kinés qui sont spécialisés en rééducation maxillofaciale. Parce que, par exemple, je le dis, j'ai ma collègue qui m'écoute, donc forcément, je prêche sa paroisse. Mais en fait, quand il y a des douleurs pelviennes chroniques, en général, il y a pas mal de troubles de l'articulation temporomandibulaire qui sont également associés. Donc les kinés, par exemple, qui ont tendance à rééduquer du bruxisme ou, alors je ne connais pas les muscles au niveau de la tête et du cou, ce n'est pas mon domaine, mais qui ont tendance à être assez contractés, on peut quand même engager parfois des discussions afin de savoir s'il y a des répercussions dans d'autres zones du corps où il y a des douleurs ou des contractions. Et vous voyez un exemple parfait de transversalité dans les spécificités, dans les spécialités. Nous, quand on trouve des périnées hypertoniques, ce sont des muscles posturaux qui réagissent à l'état psycho-émotionnel, potentiellement à des traumas. Et il y a quand même des chances qu'il y ait potentiellement un bruxisme. Mais effectivement, nous, on va dire, on ne connaît pas trop bien le nom des muscles. Est-ce que vous serrez les dents fort? Est-ce que vous avez mal ici? Est-ce que vous avez du mal à ouvrir la mâchoire? Ok, ça ne me semble pas tout à fait normal. Il va falloir aller voir un spécialiste et on n'a pas les termes. Et c'est ok de ne pas avoir les termes. Si déjà vous dites c'est pas normal d'avoir mal pendant les règles, c'est pas normal d'avoir mal pendant les rapports, c'est pas normal de se pisser dessus, vous avez 3 bonnes bases déjà pour préserver le capital périnéal. Donc c'est quand même hyper important. Ou par exemple pour les kinés généraux, moi je me souviens d'une patiente qui venait pour des fuites urinaires d'effort. Et donc on a fait du travail en endocavitaire parce qu'il n'y avait aucun souci de ce côté-là. Et du coup j'avais un périnée, mais vraiment en cordes. Il n'y avait que des cordes partout. Donc travail de relaxation, de détente périnéale. À savoir que les fuites urinaires, ce n'est pas toujours des périnées hypotoniques. C'est vraiment ma bataille, ça. Donc, effectivement. La plupart du temps, il y a quand même une belle hypertonicité aussi des fibres musculaires. Et donc, c'était un périnée qui était vraiment très tendu, très contracté. J'avais pas du tout d'étirement, c'était vraiment pas du tout fluide. Et en fait, c'est une patiente, quand je détendais son périnée, donc au bout de 2-3 séances, qui me disait que ça lui faisait super mal dans les lombaires en post-séance.
Et tout simplement, l'hypothèse, c'est qu'à mon avis, les lombaires, il n'y avait plus trop de muscles qui tenaient, on va dire, cette statique-là. C'était le périnée qui prenait le relais. Je détends le périnée, ça lui fait flamber une lombalgie qu'elle n'avait absolument pas de prime abord. Et donc c'est pour ça tout l'intérêt de la transversalité. Je sais pas si je dis oui, c'est le mot que j'ai utilisé. Okay, je sais pas s'il j'espère qu'il est bon parce que voilà. Sinon on l'aura inventé. Donc c'est super important de faire attention à ça aussi. Tout à fait. Est-ce que vous avez des questions? Parce que nous on peut parler périnée jusqu'à demain. Ça on adore. Moi j'adore. Mais l'idée c'est d'un échange, oui. Ah. Alors je ne sais pas si on t'amène un micro ou si c'est nous qui allons. Ouais, parfait, parce qu'on a les deux micros. Bonjour. Bonjour. J'avais une question sur justement les ATM, le lien entre périnée et ATM. Qu'est-ce qu'il y avait comme critères scientifiques? On s'est auto-mis dans la sauce. Alors, je sais pas. Est-ce qu'il y a de la science entre ATM et périnée? Il y a la physiologie, de toute façon, puisqu'on est sur des muscles posturaux et on a une symétrie entre le diaphragme laryngé et le diaphragme pelvien. Tu vois, tu connais. Il y a effectivement cette symétrie entre le diaphragme pelvien, le diaphragme thoracique, le diaphragme pharyngien. On a aussi tout ce qui va être les muscles, notamment les nerfs et notamment le nerf vague. Le nerf vague, vous savez qu'il intervient énormément dans le petit bassin, tout ce qui est plexus hypogastrique également. Et au niveau postural, moi, ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est quand vous travaillez sur tout ce qui est pathologie de l'ATM, ce qu'on appellera également les OMF, oro-myofasciaux, c'est d'aller réintégrer la posture, donc évidemment cervico-céphalique, mais aussi la statique pelvienne. Et ça, on fait beaucoup ça avec Morgane. Voilà, la posture est extrêmement importante. Après, à savoir que si par exemple il y a une dysfonction temporomandibulaire, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une dysfonction pelvienne, et inversement. C'est des comorbidités qui sont souvent associées, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont tout le temps présentes. J'avais fait un mémoire sur les troubles douloureux génitopelviens, enfin les troubles sexuaux, surtout à la pénétration. Et effectivement, il parlait énormément de bruxisme et de douleurs d'ATM. Et dans certaines études, en fait, alors c'est des études qui n'étaient pas relativement récentes, mais ils avaient du mal encore à faire le lien. Le lien anatomique était présent, mais le lien scientifique avait du mal à se faire. Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour revenir à ce que tu disais, c'est qu'en fait, tout ce qui va être les tensions musculaires que tu peux exercer au niveau des masséters, au niveau de tout ce qui est gaine viscérale du cou, en fait, ça va se répercuter au niveau de la paroi thoracique et abdominale, et donc au niveau pelvien. Et surtout, on est dans une ère où on valorise énormément la science et c'est OK de s'appuyer sur la science. Mais par contre, il ne faut pas oublier que le BP, c'est une démarche qui nous impose la réflexion scientifique, mais que c'est un tabouret à 3 pieds. Il y a les dernières données de la science quand il y a des données de la science. Et en santé, alors en périnéologie, il y en a de plus en plus, mais en santé féminine, globalement, on en manque un peu. Il y a l'expertise du praticien qui se repose sur la physiologie déjà, sur une réflexion et un raisonnement clinique, et il y a la demande du patient. Donc en fait, on ne perd pas de temps et on ne perd pas de chance de soins que de dire à un patient qui vient en pelvipérinéologie et qui a des douleurs au niveau de l'ATM d'aller faire un bilan. Et inversement, un patient qui a des douleurs au niveau de l'ATM, des tensions, d'aller faire un bilan. Nous, notre expertise de professionnels de santé et de kinésithérapeutes, c'est de faire des bilans, de les faire bien. Donc appuyez-vous vraiment sur vos bilans. Et les autres professionnels de santé autour de nous aiment qu'on ait fait des bons bilans. Et soit on ne trouve rien, eh ben, tant mieux, le patient repart. Et soit on trouve quelque chose et on traite dans notre spécificité et dans notre domaine d'expertise. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Est-ce que toute l'audience, dès lundi au cabinet, se met à faire du périnée? En faisant de la rééducation anorectale aussi. Un périnée, il y a aussi l'anorectale, je tiens à le dire. Oui, si on veut aller encore plus loin de périnéologie avec ou sans les mains, l'idée de ce débat, c'était de vous dire qu'il y a de la place pour tout le monde, mais qu'on ne peut pas faire tout l'un ou tout l'autre.
Ça se voit de moins en moins, heureusement, parce qu'on se repose sur les dernières données de la science. On fait évoluer notre pratique en se disant tiens, je faisais ça, la science me dit que c'est pas fameux, que ça marche pas tant que ça. Tiens, est-ce que j'essaierai ça? La science me dit que ça marche, donc tant mieux. Et on sort un peu de la méthodologie toute faite. On a grandi, moi ça fait 18 ans que je suis kinésithérapeute. J'ai commencé la kinésithérapie avec des méthodes. Petit A, petit B, petit D, petit C. Non, on fait des bilans, on se sert de notre expertise et après, si jamais on arrive à buter de compétences, on redirige. Et quand on est expert, on se doit de se reposer sur la science pour ne pas pérenniser des fausses croyances qui datent depuis 20 ans. Par contre, pour ceux qui ne font pas de périnéologie et qui ont envie d'aborder le périnée et d'être un minimum sensible à ça, go, allez-y. Et pour ceux qui font de la périnéologie, je rejoins Morgane. Faites du périnée en entier. Faites du périnée avec l'anneau rectal, faites du périnée avec la fonction sexuelle. Vous ne rééduqueriez pas un genou sans bilanter l'activité physique du patient. Bilanter un périnée sans vérifier s'il y a des fuites anales ou sans vérifier comment se passe la sexualité, on passe à côté de 50 ou 60% de la problématique, des douleurs aussi, et de la remise en charge, parce que les femmes et les hommes, mais souvent les femmes, qu'on a limité à l'activité physique parce qu'elles avaient un périnée faible, vous avez bien compris que ce n'est pas vrai, on leur a interdit une certaine partie de l'activité physique alors que la sédentarité tue. Les maladies cardiovasculaires, c'est le plus gros meurtrier des femmes et elles ont besoin de faire de l'entraînement cardiaque, elles ont besoin de bouger, de sauter, de courir. Et si le périnée dérange pour faire ça, en fait, c'est juste que le périnée n'est pas compétent à l'effort, mais ça ne veut pas dire qu'elles doivent arrêter l'effort. Oui, et j'en profite aussi pour dire un peu que c'est une kiné qui n'a pas de genre, c'est-à-dire que c'est important de savoir éduquer les femmes, les hommes aussi. Il y a des demandes chez les hommes et il n'y a pas beaucoup de kinés qui font d'hommes. Et c'est vrai que je trouve que c'est un peu malheureux d'appeler un kiné qui fait de la pelvipérinéologie qui lui dit je prends en charge que des femmes, alors que les hommes sont en demande après une prostate, il y a la constipation terminale, il y a aussi des douleurs pelviennes chez les hommes, les névralgies pudendales. Donc je fais un peu passer le message parce que je pense que c'est important de se former pour les hommes. Peut-être que parfois on se dit qu'on n'est pas assez à l'aise, que ça peut être gênant, etc. C'est des amours en patient et il y a une véritable demande là-dessus. Et il y a également les enfants il y a également une rééducation d'un côté pédiatrique sur les énurésies, les constipations également, où il y a de la demande. Mais les hommes, c'est important. Les enfants, effectivement, il y a la place pour les kinés pédiatriques qui peuvent se sensibiliser au conseil d'hygiène de vie pour avoir une bonne utilisation du périnée chez les enfants et puis rediriger s'il y a besoin. Mais c'est vrai que les hommes, c'est parfois les kinés eux-mêmes qui ont des limites à la prise en charge des hommes. Et factuellement, c'est pas plus compliqué que prendre en charge une femme. Pour le coup, quand on fait du périnée et qu'on fait de l'interne, on est même un peu embuté parce qu'on peut pas faire plus d'interne que ça. Ça nous gêne de pas faire plus d'interne. Et il y a des fausses croyances, il y a des choses qu'on sait. Quand on parle de périnée, quand on parle de sexualité, on parle de violences sexistes et sexuelles, on parle de violences intrafamiliales. Ça fait partie de la prise en charge de nos patients à 100%. On le voit dans nos cabinets. En tant que kiné, je me rappelle d'un gynécologue qui formait mes consoeurs sages-femmes sur l'abord des violences sexistes et sexuelles et sur l'abord des violences intrafamiliales. Et le gynécologue, en fait, il avait appris à poser systématiquement la question en consultation. Il disait, si vous voyez un doute, si vous voyez un truc, prescrivez de la kiné. Bon, il nous a mis dans la sauce directe, mais c'est prescrivez de la kiné. Parce que la patiente, elle a confiance en son kiné. On a cette image d'un professionnel de santé en qui les patients ont confiance, ils reviennent, on crée une relation sur le long terme parce qu'on les voit une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. On est proche d'eux, on est proche de leur corps, même quand on ne les touche pas. Et donc cette création de relation qu'on a, il faut la pérenniser, il ne faut pas en avoir peur. Si vous avez vos propres biais, parce que ce sont des sujets difficiles, ce que j'aime à dire, c'est qu'en fait, quand on a commencé à être kiné, je crois qu'on n'était pas préparé à avoir des AVP pas possible, on n'était pas préparé à avoir des gens amputés, on n'était pas préparé à avoir des maladies neurodégénératives chez des jeunes ou des moins jeunes. On l'a appris. Et pour une grande partie d'entre nous, ça fait partie de notre quotidien et on a appris à manager ça. La partie
la partie violence sexiste et sexuelle, elle fait malheureusement partie aussi du paysage de notre public et du paysage de la périnéologie, et ça s'apprend. Il y a des formations sur le sujet, il y a des webinaires sur le sujet. Et des fois, c'est ça qui fait un petit peu peur, avec l'abord de l'homme aussi, qui n'a pas toujours bonne presse dans la société actuelle. Mais la majorité des hommes sont gentils et ont besoin de nous et ont envie qu'on prenne soin d'eux. Voilà, pour moi, conclure de mon côté, je pense que la pelvipérinéologie sans les mains, c'est compliqué. On est kiné quand même. Hein. Donc, notre sens premier, c'est le toucher. Bien sûr, toujours à adapter en fonction du besoin du patient. S'il ne veut pas, c'est pas grave. On essaye de le rediriger avec des professionnels de santé qui arriveront à moduler ses symptômes ou à les diminuer. Et surtout, si vous voulez vous former, les hommes, les femmes, les enfants, que ce soit au niveau travail endocavitaire vaginal ou anorectal. Vraiment, c'est une entièreté. On ne peut pas passer à côté de ça. Voilà. Merci. Donc, j'espère qu'on vous a persuadé que la périnéologie, c'était un monde merveilleux. Oui. Si vous voulez aller plus loin, à 15h, je suis là pour parler d'endométriose, avec un kiné qui n'est pas spécialisé en pelvipérinéologie, qui vous dira tout ce qu'on peut faire sur l'abord des patientes atteintes d'endométriose, même quand on ne fait pas de pelvipérinéologie. Et on enchaînera à 15h30 ou 15h45 sur l'espace atelier pour voir le lien entre les abdos et le périnée. Et justement, qu'est-ce qu'on peut faire sans les mains, même si vous avez bien compris que ça ne suffira pas. Et n'oubliez pas d'adhérer à la FREP. AFREPP. OK. Vous l'avez noté. Mais je ne vois pas avant sortir les stylos. AFERPP. .org. Attention, on va regarder s'il y a des nouveaux adhérents.